Dans les ruelles d'Abobo, comme sur les larges avenues de Yamoussoukro, dans les quartiers précaires de Bouaké ou les nouveaux lotissements de Grand Bassam, la ville ivoirienne se construit, se transforme, mais se réchauffe également. Et face aux inondations, à la chaleur urbaine, à la pression foncière et à la croissance rapide, une question devient urgente. Comment bâtir des villes résilientes, inclusives, durables? Bienvenue dans Solutions Climat, le magazine qui explore les initiatives, les idées et les engagements pour un avenir plus vert et plus juste. Aujourd'hui, une édition spéciale autour d'un thème crucial, développement urbain durable et résilience climatique. Quelle stratégie pour la Côte d'Ivoire? Et pour en parler, nous avons sur ce plateau 3 voix engagées, 3 expertises complémentaires. Son Excellence, Madame Francesca Di Moro, ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour à tous vos auditeurs. Très heureux de vous retrouver ici dans Solutions Climat. Merci de l'invitation. C'est cela. Et avec vous, on parlera justement de la coopération environnementale entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes également avec Dr Anissé Oboué-Durand, président de l'ONG Club Développement Durable et coordonnateur de PACJA Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour Gislain. Comment ça va? Ça va bien, merci. C'est pas la première fois? Ah non. Vous connaissez bien, en tout cas, la maison Solutions Climat. Oui, c'est bien ça. Et puis, nous sommes également avec François Laurent. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes urbaniste international et puis vous travaillez justement sur la planification stratégique de grandes agglomérations sur le continent africain. Quand on parle de la Mauritanie, ça vous dit? C'est de bons souvenirs, Gislain. Mais la Côte d'Ivoire, c'est le présent. Et il y a également de beaux enjeux en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Et puis, justement, avec vos différentes expertises, nous parlerons de cette question cruciale de la ville durable et comment comprendre, comment transformer nos villes pour résister au climat de demain, tout en améliorant la vie d'aujourd'hui. Alors, nous allons véritablement rentrer de plein pied dans cette émission, en commençant avec l'Union européenne, avec vous, Son Excellence, Francesca Di Moro. Alors, quels sont aujourd'hui les axes prioritaires de l'Union européenne en matière de coopération environnementale avec la Côte d'Ivoire? Oui, merci beaucoup. Et quel est l'état des lieux? Oui, merci beaucoup pour la question. Bon, d'abord, peut-être, on peut rappeler le contexte qui est que le changement climatique impacte la Côte d'Ivoire de façon vraiment partout dans le territoire. Donc, c'est pas, évidemment, c'est l'érosion côtière, ce sont les inondations, c'est d'avancer la désertification au nord. Donc, puis évidemment, il y a eu l'impact de la déforestation pendant de longues années. Et il y a eu un dernier rapport de la Banque mondiale qui fait état du fait que si rien n'est fait, d'ici 2050, il y aura une réduction potentielle du PIB en Côte d'Ivoire, donc le produit intérieur brut de 13%, et 1,6 million de personnes pourraient rester dans la pauvreté à cause du changement climatique. Donc c'est, je pense, ce premier état des choses qui c'est dit, un signal fort. Voilà, c'est un signal fort qui dit on ne peut ne rien faire. Il faut agir et peut-être rappeler que justement le gouvernement de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire, a pris des engagements forts lors des différentes COP à 3 niveaux. Donc la réduction des gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030, l'augmentation à 42% des énergies renouvelables. Donc de passer à 42% de son mix énergétique en énergie renouvelable et l'augmentation, le doublement de son couvert forestier de 10 à 20%. Donc ça, ce sont des engagements. En fait, nous, quand on travaille avec les pays partenaires, donc on part toujours de leur engagement. Quels sont les objectifs de l'État de Côte d'Ivoire, du gouvernement? Et c'est sur cela qu'on travaille. Et donc, dans ce domaine, donc tout d'abord, je dirais qu'on travaille avec le ministère, disons, le plus directement, lead, chef de file, qui est le ministère de l'Environnement, mais qui travaille avec tous les autres ministères, au cadre des contributions nationales déterminées. Qu'est-ce que c'est? C'est justement les engagements qu'a pris la Côte d'Ivoire, donc ces 3 objectifs que je vous ai dit. Après, ils se déclinent aussi en termes de pollution, utilisation plastique, il y a beaucoup d'autres choses. Et donc, on travaille avec ce cadre, avec le ministère, pour renforcer le suivi de ces contributions déterminées au niveau national,
pour faire le suivi, avoir toute une série d'indicateurs, pour faire aussi la coordination interministérielle, parce qu'il faut beaucoup travailler avec le ministère de l'Agriculture, le ministère des Eaux et Forêts, le ministère des Transports, de la Construction. Tous les ministères sont impliqués en fait dans l'impact du changement climatique, assainissement, etc. Et aussi donc le renforcement des capacités. Donc ça, c'est le cadre général sur lequel on travaille avec les autorités. Au-delà de ça, on va appuyer directement donc les objectifs. Donc par exemple, tout ce qui est énergie renouvelable, l'Union européenne est un acteur, un bailleur présent depuis de très très longues années. Et tout dernièrement, par exemple l'année passée, nous avons inauguré la toute première centrale solaire de Côte d'Ivoire à Boundiali. Donc c'était la première, c'était un cofinancement avec l'État de Côte d'Ivoire et l'Allemagne en format équipe Europe. Nous serons bientôt, l'année prochaine, on va commencer les travaux d'une autre centrale solaire à Sérébou. Et puis nous allons financer la dorsale Est, donc qui est donc le réseau électrique, le réseau de transmission. Donc tout ça, c'est pour l'énergie renouvelable. Ça fait un total de 70 millions d'euros. Donc ça, c'est un aspect. Et puis il y aura un autre gros projet hydroélectrique dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire appelé Ouazouna. Donc avec tout ça, vraiment, on va rester un acteur très engagé. Après, il y a tous les aspects de protection des forêts. Donc vraiment de la biodiversité qui est, disons, un peu la base du poumon climatique pour essayer de ne pas, justement, de réduire et d'absorber, en fait, le CO2. C'est ça l'objectif des forêts. Et donc là aussi, nous avons plusieurs projets qui appuient la forêt de taille ou le complexe qui fait la frontière avec la Guinée. Donc des projets de protection ou même de la Comoé, de protection de l'environnement. Et puis peut-être, je vais peut-être après m'arrêter là, en termes de finances vertes, donc au financement vert, parce qu'on parle beaucoup de comment accéder au financement vert. Donc là aussi, nous avons appuyé déjà l'établissement du marché carbone en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises, même à l'étranger, qui veulent dire « Ok, moi je suis une entreprise qui pollue, mais je veux compenser ma pollution en reboisant dans un pays, donc en Côte d'Ivoire, il faut prévoir un peu quel est ce marché, comment monétiser ce genre de compensation et de reboisement. Donc l'établissement du marché carbone est vraiment une étape importante qui va permettre de mettre la Côte d'Ivoire sur la carte des pays où on peut faire ce genre d'opération. Ou bien d'autres, ce sont les obligations vertes. Donc là aussi, on va appuyer la Côte d'Ivoire à lancer des obligations vertes grâce à des fonds que nous avons à disposition. Et je vois la société civile, en tout cas, qui aimerait bien réagir sur ces différents points qui intéressent les communautés, bien évidemment. François Laurent aussi. On y reviendra. Le temps de prendre au téléphone Dr Tagro Marcel José. Elle est enseignante chercheure de sociologie urbaine à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et elle nous donne sa vision, justement, de la ville urbaine durable. Bonjour, docteur Tagro. Bonjour, monsieur. Comment vous allez ce matin? Bien, merci. Super. En tout cas, bienvenue dans Solutions Climat. Et on aimerait bien vous entendre, puisque vous travaillez avec le travail des recherches et pas mal d'actions que vous menez, sur ce que vous entendez par la ville urbaine durable et résiliente face au changement climatique. Juste en 2 mots. Merci pour l'honneur. Voilà, j'étais en réunion, mais je suis là pour vous. C'est cela. Et alors, la ville durable, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend. D'accord. Ok, la ville durable est un élément clé, voilà, des programmes mondiaux. À preuve, dans l'agenda 2030, il y a un objectif de développement durable qui est dédié spécialement à la ville, pour montrer la place que les villes occupent dans, comme je le dis, les agendas mondiaux. Et donc, c'est le 11e objectif de développement durable qui vise à faire des villes et établissements humains durables, c'est-à-dire des communautés humaines durables. Et donc, la question c'est, comment on appelle, mon point de vue sur ce que c'est que la ville durable. Et puis, en lien aussi avec comment on appelle, le changement climatique qui est à l'ordre du jour. Bon, définir la ville durable, ce n'est pas se déconnecter des propriétés même du développement durable. Donc, les propriétés de la ville durable, la ville durable, c'est une ville qui a une dimension sociale,
économique et puis environnementale. Toutes ces dimensions-là sont transversales. Et peut-être de rappeler aussi que l'ODD 11 est la territorialisation de tous les ODD de l'agenda 2030. 2030, quand on dit 2030, ça veut dire que d'ici 5 ans, puisque c'est déjà 2030, c'est d'ici 5 ans. Et donc, il y a beaucoup à faire. Et si on veut prendre, par exemple, la dimension environnementale, on a dit une ville durable doit être une ville sûre. Une ville sûre en matière de pollution, sûre en matière de sécurité. Et alors que avec l'urbanisation, par exemple, l'étalement urbain, on a la déforestation. C'est ça, on a la déforestation. On a comment on appelle aussi les inondations. Il y a les érosions des infrastructures. Donc, je vais mettre en lien avec le changement climatique parce que la déforestation est un élément qui va avec l'étalement urbain. Voilà. Et donc, on peut dire que la déforestation est un outil qui produit le CO2, qui est un gaz à effet de serre, qui est un élément, un facteur du changement climatique. C'est cela. Et la déforestation aussi augmente les îlots de chaleur en ville. Ça veut dire qu'il fait chaud. Voilà. Alors que si on plante, si on végétalise des espaces, on peut transformer ces îlots de chaleur. Est-ce qu'on le fait? Vous voyez? Notre constat aussi au niveau des villes, on assiste à la bétonisation. C'est-à-dire c'est du béton, on veut des maisons en béton, et puis quand on coupe les arbres, on ne plante pas. Vous voyez, c'est important de végétaliser. Et quand on plante encore les arbres, planter là, ce n'est pas... Ça a un atout, hein, parce que les arbres ont une fonction non seulement de réduction des îlots de chaleur, mais en même temps, les racines ont un impact dans la construction de la nappe phréatique. Vous voyez? Oui. Donc, voici un élément, par exemple, important pour lutter contre le changement climatique. Et comme un élément aussi, si on veut parler des inondations, bientôt, il y aura des inondations. Mais les inondations résultent de notre façon de construire, de notre rapport aussi à l'espace. Alors que lors des inondations, il y a des pertes en vie humaine. Une perte humaine, même une seule là, coûte cher. C'est dramatique, déplorable. Voilà. Parce que si ce n'est pas votre parent, c'est l'ami de votre parent, c'est même un résident en ville. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel nous devons voilà, nous sommes appelés à l'action, je peux dire. Nous sommes appelés à l'action. Aussi, si on parle de la déforestation, l'impact de la déforestation aussi est perceptible sur les matériaux de construction. Vous voyez, il y a des matériaux de construction qui disparaissent avec la déforestation. Donc, et puis, il y a l'érosion aussi qui participe. La déforestation est un effet d'entraînement en tout cas, on a l'érosion qui est liée à la déforestation. L'érosion des infrastructures, l'érosion des terres. Et donc, on va dire aussi que le changement climatique impacte nos infrastructures. Vous voyez, nos infrastructures, le réseau viaire, l'habitat. Vous voyez, certains éléments-là transforment nos pratiques, nos manières de faire. Il y a beaucoup à dire. Merci. Les questions de mobilité, assainissement. C'est cela. Vraiment, même la dynamique sociale.
Merci. Merci, Docteur Tagro. On trouvera l'occasion de vous recevoir pour un sujet typique sur toutes ces questions-là que vous étalez et pour mettre aussi en avant les recherches que vous faites au quotidien pour freiner tous ces problèmes cruciaux en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. Tout à fait. Alors, réaction, François Laurent? Merci. Je félicite docteur pour son intervention. Moi, la première chose que j'aimerais souligner, c'est qu'on peut se féliciter d'une prise de conscience. On aurait fait cette émission il y a 5 ans. Le changement climatique, c'était encore un peu une équilibration de scientifiques. Aujourd'hui, je crois que les politiques ont pris conscience, la société civile a pris conscience, parce qu'elle est affectée dans son quotidien. Et peut-être pour faire un tout petit peu de pédagogie pour les auditrices et les auditeurs, dans les mesures qu'on va devoir prendre, il y a 2 grandes familles. On a tout d'abord un changement climatique qui existe. Et on est confronté dans notre quotidien, en ville, mais aussi dans le monde rural, aux effets de ce changement. Donc il va falloir qu'on s'adapte. Il faut qu'on s'adapte, qu'on devienne plus résilient. Ça, c'est une première famille. Et puis, ce changement climatique, il est en cours. Il va falloir qu'on essaye de l'enrayer, de le diminuer. Et ça, c'est tout ce qu'on fait dans le domaine de l'adaptation. Et Madame l'ambassadrice, dans les sujets que vous avez présentés, il y avait vraiment dans l'atténuation, dans l'atténuation, c'est la 2e grande famille. Et tout ce que vous avez cité comme mesures qui sont capitales relèvent de l'atténuation. Donc, on doit capter du CO2, et les forêts sont un élément, et on doit essayer de diminuer nos productions de CO2. Et là, c'est tout l'aspect énergétique, l'énergie renouvelable. Vous avez parlé du solaire, de l'hydraulique. Et donc, il y a des solutions. Mais je dirais que les pouvoirs publics sont confrontés à la nécessité de prendre des mesures dans ces 2 grandes familles d'actions, adaptation et atténuation. C'est cela. Docteur Oboué, Durand. Alors, merci beaucoup Ghislain encore. Et il faut dire que je remercie déjà Excellence qui est panéliste comme nous aujourd'hui. Et à travers elle, on remercie également l'Union européenne qui a toujours appuyé le Club du développement durable de Côte d'Ivoire. Donc depuis 2020, on a bénéficié du projet Liane 2 qui nous a permis d'organiser la journée universitaire pour le développement durable où on a sensibilisé plus de 1000 étudiants et nous les avons initiés sur les techniques de planting des paludiviers en vue de restaurer la mangrove dans le village d'Azureti. Et cette année, depuis 2024 encore, on bénéficie du projet Transition bas carbone. Nous sommes l'une des 4 ONG en Côte d'Ivoire qui bénéficient de ce projet-là. Et à travers ce projet, nous avons déjà sensibilisé près de 1500 enfants, des élèves, dans des établissements de Dimbokro, donc 2 établissements à Dimbokro et 2 établissements dans le département de Grand Bassam, donc Azureti et Modeste également. Et ces enfants aujourd'hui ont été formés sur les techniques de réalisation des pépinières d'art par exemple, et nous sommes en train encore de les initier déjà sur les techniques de réalisation des cultures au sol. Voilà, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pratiquer l'agriculture telle qu'on pratiquait auparavant, vraiment il y a beaucoup de défis aujourd'hui, voilà, qui sont liés à l'absence ou encore la longue période de la sécheresse et autres. Donc déjà, il faut montrer cette problématique-là aux enfants pour qu'eux aussi puissent s'approprier. Et tout ce travail qui est fait, c'est vraiment grâce à l'appui financier de l'Union européenne. Et aujourd'hui, Expertise France nous appuie avec le ministère de l'Environnement. Donc c'est vraiment une occasion pour nous de pouvoir rappeler déjà ce que notre organisation fait avec l'appui de l'Union européenne. C'est cela. Et puis justement, on écoutait Docteur Tagro qui plantait aussi un décor et vous aussi, vous êtes aussi dans le domaine au niveau de l'université. Alors, il y a des réalités spécifiques, il y a des points clés. La question également du carbone que l'ambassadrice évoquait en termes de financement. Comment cela vous parle en tant que société civile et comment faire comprendre aussi ces notions-là aux communautés dans les zones rurales reculées? Pour nous, c'est déjà une bonne initiative parce qu'aujourd'hui, lorsque nous discutons avec les communautés, on leur montre qu'il y a vraiment la possibilité de pouvoir pratiquer, par exemple, l'agroforesterie. Et ce n'étaient pas des pratiques qui étaient communes, en fait, pour ces communautés rurales-là. Donc, désormais, c'est une nouvelle connaissance pour eux. Et aujourd'hui, à travers... ces communautés sont beaucoup engagées. Elles veulent bien pratiquer l'agroforesterie. Mais lorsqu'on leur dit encore que pour les efforts que vous fournissez,
si on vous inscrit dans un marché carbone, vous allez gagner plus. Je vous assure qu'aujourd'hui, toutes les communautés demandent des plants d'arbres pour pouvoir les planter. Et elles vont encore plus loin. Elles vont jusqu'à prendre des engagements de pouvoir préserver les reliques de forêts communautaires qui restent encore, surtout dans le centre de la Côte d'Ivoire et aussi au nord-est, où l'année dernière, nous avons mené une consultation qui nous a vraiment permis de comprendre les besoins de ces communautés-là pour mieux pratiquer l'agroforesterie, mais aussi pour protéger les reliques de forêts qui restent encore dans ces différentes régions. C'est une bonne dynamique, mais il y a souvent des défis, des obstacles. Alors, quels obstacles, par exemple, freinent encore cette pleine implication de la société civile au sein des communautés? Voilà. Le premier obstacle, d'abord, c'est la disponibilité des plants d'arbres. Voilà, parce qu'ils veulent bien le faire, mais il existe des espèces d'arbres à croissance rapide et qui peuvent être adaptés en fait à des types de cultures qu'ils ont, notamment l'anacade et aussi les plantations, même les cultures vivrières et autres. Voilà, ils ont vraiment la possibilité. Mais comment avoir ces plants d'arbres-là? Le deuxième défi, c'est des points d'eau en fait pour pouvoir arroser déjà les pépinières qu'ils vont réaliser et aussi pour pouvoir arroser ces plants d'arbres. Parce que lorsque la sécheresse, par exemple, qui peut durer sur 4 mois, j'avoue que lorsqu'ils mettent des plants d'arbres, il y a très peu de chances que ces plants d'arbres-là vraiment puissent survivre. Donc, il y a la nécessité vraiment d'avoir de l'eau. Donc, nous recommandons aujourd'hui vraiment la réalisation de forages en milieu rural, surtout pour permettre aux communautés de pouvoir avoir l'eau en permanence pour pouvoir pratiquer ce genre de culture. Mais l'autre défi aussi, c'est aussi le fait des feux de brousse. Voilà, donc très souvent, lors de la sécheresse, par exemple à partir du mois de novembre jusqu'à février, donc nous, face à cela, nous avons pensé déjà à faire des formations pour ces communautés rurales-là sur les techniques de réalisation des pare-feux en fait, de sorte que tous ceux qu'ils ont réalisé comme des plantations ou encore des plantations d'arbres et autres, ils soient vraiment capables de pouvoir délimiter ou encore réaliser vraiment ces pare-feux-là pour pouvoir les protéger contre les éventuels feux de brousse. En fait. Oui, François Laurent, oui. Si vous me permettez de rebondir, c'est passionnant tout ce que vous nous dites, plutôt centré sur le milieu rural. On a le pendant en milieu urbain et c'est notamment toute la préservation des bas-fonds. On a des coulées vertes, on a des coulées bleues, comme on dit dans le jargon, et ce sont des bas-fonds qui ont une fonction capitale dans le drainage naturel des villes. Et si je prends dans le cas de Bouaké, Bouaké est lézardé par des bas-fonds, et ce qu'on observe, c'est la pression foncière, la pression de la ville, où on voit des phénomènes de remblaiement, d'accaparement, et ces milieux naturels ne peuvent plus jouer leur fonction drainante. Et lorsqu'on a un dérèglement climatique, comme on le voit en Côte d'Ivoire, des précipitations qui sont plus violentes, et ben cette entrave à l'écoulement naturel des eaux provoque inondations, glissement de terrain, démolition de maisons. Et puis souvent aussi on constate que dans les zones, on dira, où on retrouve justement de l'eau recueillie, par exemple l'eau de ruissellement, au niveau de l'écosystème, il peut y avoir un problème qui se pose parce que des centres ou des stations d'épuration ne fonctionnent plus. Et ça peut créer justement soit la mortalité des espèces ou justement le manque d'oxygène dans ces lieux-là. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que en fait, tous nos discours convergent pour dire que la place du végétal, qu'elle soit en milieu rural ou en milieu urbain, est capitale. Et ça, c'est vrai que c'est réjouissant. On a des villes aujourd'hui qui se dotent de ce qu'on appelle des plans canopés, c'est-à-dire qu'on va donner à différents secteurs de la ville une ambition en termes de couverture de canopée. Et ça, c'est une prise de conscience qui est récente. On a des outils qui permettent de déployer ça, mais après, il faut une expertise pour planter, choisir les bonnes essences, être aussi capable d'entretenir. On a des services municipaux qui doivent développer des compétences et qui doivent être renforcés en moyens logistiques pour préserver tout ce capital végétal qui existe en ville. Est-ce que vous pouvez nous partager aussi cette expérience-là pour la ville de Bouaké, par exemple, que vous citiez à l'instant, mais en la comparant, ces actions-là, en les comparant justement à ce qui est fait dans d'autres localités de la sous-région ouest-africaine? Alors, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, à l'initiative des bailleurs de fonds, on essaye de promouvoir des techniques fondées sur la nature. C'est-à-dire qu'on a très souvent imaginé, trop souvent, que la solution passait par du bétonnage. Et on a fait des drains qui doivent
est toujours plus gros, mais on voit que ce sont des parades techniques qui sont obsolètes. Et aujourd'hui, on va plutôt essayer de travailler sur l'infiltration de l'eau. Donc on va travailler sur ces solutions fondées sur la nature, où on accepte qu'on peut avoir, en cas de précipitation, certaines inondations. Donc on va vérifier que les plans d'urbanisme empêchent un développement anarchique de la ville sur ces secteurs-là. Mais ce sont des solutions nouvelles. Il faut que les ingénieurs hydrauliciens se remettent parfois un peu en question, les ingénieurs civils qui pensaient que la réponse aux problèmes en ville passait par le bétonnage. Et on voit aujourd'hui que l'infiltration de l'eau, on appelle ça les villes éponges, sont des solutions techniques tout à fait adaptées et financièrement très attractives. Et en quoi est-ce que l'Union européenne contribue justement à renforcer les capacités de ces villes ivoiriennes face aux défis climatiques et urbains, face aussi à ces questions-là de résilience, hein? Comment vous agissez dans ce sens, Son Excellence? Oui, merci. Oui, peut-être juste je voulais rebondir sur la question adaptation, atténuation. C'est vrai, j'ai parlé de la partie atténuation, mais bon, on fait beaucoup de choses. Mais sur la partie adaptation aussi, tout à fait dans le secteur agricole, dans lequel nous sommes très présents. Nous développons évidemment beaucoup de projets qui prônent l'agroécologie, donc des pratiques agricoles qui sont plus respectueuses de l'environnement, mais aussi qui s'adaptent au changement climatique, à l'érosion du sol, etc. L'agroforesterie, donc notamment dans le secteur cacao et autres, et aussi une gestion durable des forêts aussi pour faire que les forêts, donc de la sylviculture, qu'on puisse aussi s'adapter aux nouveaux changements. Donc ça sur la partie aussi adaptation. Alors pour les villes, en effet, justement, vous avez cité Bouaké, c'est une des villes dans laquelle nous avons déjà un peu travaillé. Nous avions un petit projet Bouaké Ville Durable qui était justement en train de développer un plan déjà pour la ville, pour voir comment gérer certaines, que ce soit peut-être l'électricité solaire, mais aussi la réutilisation de la biomasse, parce que ça c'est quelque chose aussi dans l'économie circulaire. Il y a beaucoup de déchets agricoles qui peuvent être réutilisés. Donc, et alors on a carrément un programme qui va appuyer techniquement donc certaines villes pour élaborer des plans d'action locaux pour l'énergie durable et le climat. Donc il s'agit de la commune d'Abengourou, de Ferké, Mans, San Pedro, Yamoussoukro. Donc ça c'est un projet spécifique. Et donc là, évidemment, on va pouvoir, j'espère, travailler avec des urbanistes et des ingénieurs qui sont déjà dans une nouvelle optique et qui puissent justement utiliser les pratiques que vous mentionnez, François. En effet, quand on entend parler de ces bombes d'eau, donc ces pluies extrêmement fortes en une période très très courte, si elles tombent sur du béton, c'est très compliqué, tandis que si elles tombent sur des parties végétalisées, elles peuvent être absorbées. Donc de plus en plus, il faut végétaliser en effet. Et puis l'autre chose, donc à Bouaké à nouveau, on travaille sur un plan de mobilité urbaine durable. Et là aussi, il y a la partie comment s'adapter au fait que justement la chaleur, les inondations, donc comment construire de manière à s'adapter au changement climatique, tout en évidemment réduisant aussi les émissions et en fournissant un service public aux populations, transport en public qui soit aussi abordable, sûr, avec aussi la question de la sécurité routière. Donc voilà, donc on travaille avec toute une série de villes dans ce sens. Alors, on va revenir à vous, docteur Oboué, puisque vous êtes aussi coordonnateur national de PACJA Côte d'Ivoire, l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Oui. Alors, parlons de justice climatique, justement. En quoi est-ce que c'est un principe, en quoi que ce principe-là, justement, porté par PACJA, se traduit concrètement dans les zones urbaines en Côte d'Ivoire? D'accord, merci. Alors, il faut dire que c'est un principe en fait qui se base en fait sur d'abord des constats que nous faisons, mais toujours en lien avec les changements climatiques. Voilà, donc si en milieu urbain, par exemple, nous sommes en train de demander de la justice climatique, par exemple, lorsque nous constatons qu'il peut avoir... Il faut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, nous n'avons pas encore commencé à demander de la justice en lien avec le milieu urbain. Voilà.
Donc, lorsque nous constatons, par exemple, des difficultés qui sont en lien, par exemple, aujourd'hui, il y a des questions de cimenterie. Une fois, nous étions à Treichville, par exemple, où il y a des populations qui pointent du doigt une usine de cimenterie, par exemple, qui pollue beaucoup et tout ça. Voilà, par exemple, un aspect. Ouais. Voilà. Donc, aujourd'hui, eux, ils font de l'économie, et voilà. Mais les populations qui sont juste à côté, vraiment, souffrent, en fait, de ces effets-là. Voilà. Donc, voici, par exemple, un aspect, mais sur lesquels nous pouvons déjà demander justice climatique. Et vraiment, d'autres questions aussi. Il faut dire que la question de la justice climatique aussi est un peu plus relative aussi face à certaines difficultés qu'on rencontre, en fait. Voilà. Et est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des initiatives citoyennes qui peuvent justement favoriser l'équité et l'égalité, surtout concernant ces questions-là? Mais Bien lesquelles, sûr. par exemple? Oui, c'est possible parce que aujourd'hui, par exemple, pour l'instant, en milieu rural, nous sommes beaucoup plus à l'aise, en fait. Voilà, parce qu'on voit tout de suite les femmes qui sont beaucoup plus exposées et vulnérables, en fait, aux effets des changements climatiques. Voilà, parce que lorsqu'il y a manque d'eau dans les puits et lorsque les hydrauliques villageoises, pompes hydrauliques villageoises tombent en panne, ce sont les femmes qui sont beaucoup plus en avant. Elles vont parcourir de longues distances pour chercher de l'eau avant de venir. Beaucoup de jeunes filles abandonnent l'école et tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup plus d'impact. Mais en milieu urbain, par exemple, aujourd'hui, l'autre aspect que nous abordons, c'est par exemple la question des forêts urbaines. Voilà. Il faut dire que compte tenu du fait urbain ou encore de l'urbanisation, vraiment, nous, c'est vraiment un cri de cœur parce qu'on se pose souvent la question de savoir est-ce que, par exemple, les agents qui sont responsables, par exemple, de l'urbanisation, ils ont vraiment cette sensibilité-là de protéger les arbres ou encore les forêts périurbaines, en fait. Voilà, parce que lorsqu'ils sont en train de faire des lotissements, ils décapent vraiment tout ce qu'il y a. Voilà, aujourd'hui, vous pouvez voir dans la ville même d'Abidjan, il y a plusieurs communes où il est vraiment difficile de voir des forêts urbaines, en fait. Voilà. En dehors de la forêt du Banco, du parc, de la forêt d'Anguédédou, d'Alia Fleur et autres, vraiment, lorsque nous parcourons nos différentes communes, c'est beaucoup de soleil que nous recevons, en fait. Voilà, donc à ce niveau-là, il y a vraiment un effort aussi à fournir et ça peut être l'objet aussi de demander justice climatique parce que aujourd'hui, lorsque nous prenons la stratégie nationale de préservation et d'extension des forêts, il est vraiment mentionné que le gouvernement devrait privilégier la réalisation des forêts urbaines et périurbaines. Voilà, donc c'est vraiment un aspect sur lequel on peut vraiment rebondir pour demander. Mais à côté de cela, il faut dire qu'au niveau de l'urbanisation même, les forêts urbaines et périurbaines doivent être intégrées en fait dans les plans ou encore dans les stratégies d'urbanisation. Voilà. Lorsqu'on parcourt certains pays, surtout en Europe, vraiment on peut découvrir des îlots de forêt en pleine ville. Voilà. Par contre, ici, c'est vraiment encore difficile et nous sommes encore loin d'y arriver parce que on continue, il y a de nouveaux quartiers qui naissent, mais jusqu'à maintenant, on ne voit pas encore ces plans de création de forêts. Et je comprends peut-être le fait que vous ayez commencé justement vos actions par l'éducation. Ah oui. Peut-être que ce sera ça la solution. Bien sûr, c'est à ça que nous travaillons surtout. Voilà, dans tous les établissements où nous passons aujourd'hui, c'est vraiment des forêts que nous sommes en train de créer. Ouais. François Laurent. Ça va dans le prolongement des propos de mon confrère, mais je pense que la Côte d'Ivoire ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion sur la place de la voiture individuelle en ville. À partir de 500 000 habitants, la voiture individuelle n'est plus une réponse aux enjeux de mobilité. Ouais. Et aujourd'hui, si on éradique la place du végétal en ville, c'est souvent pour faire de la place aux voitures, pour faire des parkings, pour élargir les voies, pour faire des échangeurs. Et c'est une fuite en avant. Je veux dire, la solution ne passera pas par la voiture individuelle. Alors, il y a des initiatives très louables, très prometteuses. On a le métro, on a des lignes de bus rapid transit. L'idée, c'est vraiment de promouvoir le transport collectif de qualité et que ce soit plus une honte de prendre un BACA, mais de prendre un TER ou en tout cas un transport collectif qui soit confortable, qui soit ponctuel, avec une belle vitesse commerciale. Mais une des grandes différences par rapport à d'autres villes, notamment européennes, moi je viens de la ville de Lausanne, aujourd'hui 60% des ménages n'ont plus de voiture à Lausanne. Et c'est pas qu'ils étaient plus pauvres, qu'ils sont aujourd'hui plus pauvres qu'il y a 20 ans, mais
Aujourd'hui, on ne se déplace plus avec une voiture individuelle en ville. Et on a le concept de la ville du quart d'heure où tous nos besoins essentiels doivent pouvoir être satisfaits dans un rayon qu'on peut parcourir en 15 minutes à pied ou en transport public, voire en mobilité active, le vélo. Et ça, c'est une réflexion qui a encore beaucoup de peine à prendre auprès des autorités. Aussi dans l'opinion publique, on est jugé, on est valorisé au travers de la voiture qu'on peut afficher. Et ça, il y a encore un chemin à faire pour rendre les villes, je dirais, plus agréables, plus inclusives et plus respectueuses de la nature. Donc la question du covoiturage, par exemple, pour faire partie de ces solutions-là de transport collectif, mais d'aucuns vous répondront, mais c'est vrai qu'il y a ces actions-là qui sont menées, mais il y a aussi l'orientation vers le véhicule électrique. Alors, c'est un début de réponse. Le véhicule électrique est intéressant si vous avez une production énergétique qui est durable. Mais si l'énergie électrique est produite à partir de fuel, c'est pas les voitures électriques qui vont vous résoudre quoi que ce soit. Comme le serpent qui se mord la queue. Un tout petit peu. Et puis, je veux dire, bien sûr qu'il y a des côtés très positifs dans la voiture électrique, mais quand je parle de transport collectif de masse, c'est vraiment qu'on puisse mettre des centaines de personnes sur des transports qui vont de Yopougon à Bobo. Oui. Et ça, sur ce sujet-là, son Excellence Francesca Di Mauro, je vous sens très à l'aise là-dessus, avec ce sourire-là. Alors, réaction justement sur ce que François venait de dire. Non, mais tout à fait. J'ai déjà parlé donc de notre programme et projet de mobilité durable urbaine à Bouaké. Donc ça va exactement dans ce sens. Donc c'est du transport collectif sûr, évidemment décarboné. Parce que déjà, si on passe, comme on dit justement, de beaucoup de voitures individuelles à du transport en commun, on réduit déjà la pollution. Et puis l'idée, c'est d'aller vers des bus électriques. Oui, en effet, ça dépend de la source, mais au moins ça va réduire la pollution et l'émission de particules nocives dans l'atmosphère. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Et puis, je pense qu'il y a d'autres choses. On regarde Abidjan. Le transport lagunaire à Abidjan n'est pas assez développé. Ouais. En fait, le transport fluvial. Mais lagunaire en fait, sur la lagune. On y travaille sur d'autres villes, à Lagos, au Nigeria. C'est vraiment un potentiel qui existe. Peut-être qu'il y a des plans, des projets, mais on ne voit pas vraiment que ça avance. Alors, oui, il y a des belles opportunités encore pour travailler dans ce domaine. C'est cela. On va parler un tout petit peu aussi de mécanismes de financement, le mécanisme de financement climatique pour surtout les collectivités locales, en tout cas pour le plaisir de nos deux invités en face de l'Union européenne. Alors, quels sont ces mécanismes ou outils que l'Union européenne met à disposition pour faciliter l'accès des villes ivoiriennes au financement vert ? Oui, alors justement, j'ai parlé tout à l'heure donc du marché carbone qui ferait un peu le lien entre ceux qui voudraient faire des actions climatiques. On sait déjà, il y a beaucoup d'entreprises qui doivent le faire de par leur politique corporate, faire des actions climatiques. Donc, ils sont toujours à la recherche d'actions dans d'autres pays pour compenser leur pollution ailleurs. Donc, au niveau local, on a développé donc un mécanisme de financement justement de l'adaptation au niveau local pour les petites villes, pour les communes, pour essayer de capter ces financements. Donc, ça peut être évidemment, par exemple, de la cuisson propre. Il y a des outils, il y a les foyers améliorés, par exemple, qui réduisent déjà de 50% à nouveau la fumée qui est très nocive et qui sont beaucoup plus efficaces et qui utilisent de la biomasse donc produite localement. Il peut s'agir de végétalisation donc, ou de mobilité, comme on a dit. Donc, on a ces mécanismes qu'on est en train de mettre en place. Ils ne sont pas encore encore définitifs, mais qui pourront essayer de capter soit des financements au niveau de l'État, de Côte d'Ivoire, mais au niveau vraiment des communautés, ou bien via, comme je disais, des entreprises qui ont besoin. Il y a déjà des entreprises ici en Côte d'Ivoire qui opèrent en Côte d'Ivoire dans le secteur extractif, qui font déjà beaucoup de ces actions parce qu'elles ont aussi des engagements forts au niveau de leur siège, en fait, d'avoir un impact zéro de leur projet, et donc ils le font où c'est possible. Donc plus on peut aider les communes et les villes et les communautés à capter ces financements, et mieux c'est.
Oui, c'est cela. Alors, on va marquer une petite pause, aller au top horaire et on reviendra pour le dernier temps fort de l'émission. Vous suivez Solution Climat sur Radio de la Paix. de la Paix. Il est 11h. Et vous suivez Solution Climat. Aujourd'hui, nous parlons de développement urbain durable et résilience climatique. Quelle stratégie pour la Côte d'Ivoire avec nos invités, son Excellence Madame Francesca Di Moro, ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Nous avons également avec nous François Laurent, qui est urbaniste, et puis Dr Oboué Anissé, qui est président de l'ONG Club Développement Durable et coordonnateur national PACJA Côte d'Ivoire. Alors, on va terminer justement cette émission sur le dernier axe que nous allons aborder juste avant. L'ambassadrice évoquait la question du financement et là, je m'oriente maintenant vers François Laurent concernant des projets bancables pour les villes vertes. Cela peut se structurer comment et voilà. Alors, je dirais que historiquement, toujours, il a été important de monter des projets qui aient une cohérence technique. Les bons projets ont toujours fait défaut. Donc je pense qu'on a la chance d'avoir des partenaires techniques et financiers comme l'Union européenne qui financent des études de faisabilité pour avoir de bons projets. Et aujourd'hui, il faut trouver le match entre ces bons projets et ces nouvelles sources de financement. Il faut avouer que pour une collectivité locale, voire pour un ministère, c'est pas facile de monter et de savoir comment démarcher ces financements. Donc il y a toute une ingénierie financière qui est en train de se développer et je pense qu'on est dans un moment de bascule. On voit que sur la scène internationale, les financements internationaux, l'opinion publique, le politique en Europe va plutôt vers une contrition, réduction de cette aide internationale. Et donc ces nouvelles sources de financement sont particulièrement stimulantes et il faut que les ministères ivoiriens, que les collectivités publiques ivoiriennes maîtrisent de mieux en mieux ces outils pour pouvoir positionner leurs projets sur ces nouvelles sources de financement. Docteur Oboué. Alors, pour nous, il y a d'abord un défi parce que monter les projets climatiques, ça dépend vraiment d'autres compétences. Voilà, et vraiment, tout le monde n'est pas outillé. Mais nous, avec l'expérience qu'on a, parce que ça fait plusieurs années déjà que nous travaillons sur la question, et nous ne manquons pas du tout vraiment de postuler. Et d'abord, tout part déjà par une compréhension de la crise climatique en fait. Comment pouvoir orienter les projets, soit en termes d'atténuation ou d'adaptation,
pour répondre aux besoins en fait des communautés surtout. Voilà, donc c'est vraiment dans ce cadre-là que nous faisons et vraiment on ne manque pas de soumettre des projets, surtout lorsque l'Union européenne lance des appels à financement et d'autres partenaires. Vraiment à tout moment nous lançons des projets pour pouvoir mobiliser de la ressource financière. Et quelle adaptation justement face à ce dont parlait François Laurent, la restriction qu'on constate maintenant au niveau mondial concernant les financements, avec le cas aux États-Unis, Donald Trump qui suspend même tout ce qui est environnement. Comment vous réagissez et comment vous vous apprêtez justement à vous adapter à ce genre de situation? Effectivement, nous savons qu'aujourd'hui, avec le recul vraiment qu'a pris les États-Unis, les financements seront beaucoup plus rares. Voilà, parce que, mine de rien, lorsque les États-Unis ne s'engagent plus convenablement, il y a plusieurs autres pays aussi qui ne vont plus mettre de l'argent. Voilà, donc les financements seront un peu plus rares. Et ce que nous faisons aujourd'hui, nous encourageons vraiment nos États, surtout les États africains, à pouvoir créer des lignes vertes au niveau national, de sorte à pouvoir financer des projets climatiques en fait. Voilà, et c'est à ça qu'on va arriver parce que le retrait des États-Unis aujourd'hui, normalement, ça doit nous servir vraiment de leçon en tant que pays africain pour qu'on soit capable de financer de plus en plus nos propres projets en vue de réaliser notre résilience. Et cela aussi va impacter les négociations aux différentes COP, surtout pour les pays africains. Oui. Vous qui en avez l'habitude, comment vous analysez cette situation désormais? Alors oui, parce que les États-Unis, mine de rien, est vraiment influent, voilà, dans les négociations. Et lorsque nous ne les avons plus déjà, c'est vraiment compliqué parce que, comme je disais tout à l'heure, là, il y a vraiment plusieurs autres pays aussi qui vont commencer à baisser les bras. Et notre secrétariat de l'Alliance panafricaine pour la crise climatique a fait une déclaration la semaine dernière pour dire qu'il faut se tourner de plus en plus vers l'Union européenne pour pouvoir mobiliser aussi des ressources. Donc, on pense bien que l'Union européenne sera un partenaire privilégié pour l'Afrique, surtout en matière de finances climatiques. Ouais. Donc la question s'oriente on voit bien que ça marche bien. Sinon, depuis la semaine dernière, la déclaration est tombée. C'est excellent, réaction. Oui, tout une à question fait. à chaud comme ça. Oui, absolument. Non, mais déjà peut-être en effet de dire qu'en termes de financement climat, donc qui ont été accordés pendant les différentes COP, les fameux 100 milliards, donc avant la dernière COP, voilà, l'Union européenne a représenté déjà 55%. Donc on fait notre part, on contribue. C'est clair qu'on ne peut pas tout faire. Donc on est là. La Banque européenne d'investissement, elle a aussi un engagement pour faire minimum 30-40% de ce qu'elle fait en action climatique. Et dans tout ce que nous faisons à l'aide au développement, nous avions une cible de 35% doit être en ligne avec l'action climatique. Donc nous, notre, disons, pacte vert, qui était le pacte qui a été initié en 2019, est toujours vivant. C'est clair qu'on a des besoins de regarder aussi l'impact sur l'industrialisation de nos entreprises, mais tout ce qui est économie circulaire, réduction de la pollution, tout ça, nous restons extrêmement engagés. Après, je veux dire, par rapport aux États-Unis, ce que je peux dire, c'est que en fait, le changement climatique, il impacte tout le monde. Et il les impacte énormément. Vous avez vu pendant des mois tous les incendies qui ont eu lieu. Bon, on peut toujours nier l'évidence, mais ça ne va pas s'arrêter. Donc, à un moment, oui, on peut avoir une politique, mais ils devront quand même prendre des mesures. Donc, je veux dire, le changement climatique, il est tellement devant nos yeux que c'est difficile de dire que... Voilà, c'est cela. Et on reste avec vous pour cette dernière question en ce qui concerne l'inclusion des femmes, des jeunes et de la société civile de façon générale dans la transition verte. Et puis, s'il y a un mot-clé de valeur à prôner, par exemple, pour conclure, ce serait quoi? Ok, d'abord, donc, en termes d'inclusion société civile, je pense que c'est très bien déjà sur ce plateau d'avoir le docteur Aubry qui est le président donc du club développement durable, qui est un club justement que nous avons appuyé depuis longtemps, que nous continuons à appuyer. Et dans le cadre du projet transition bas carbone, donc ce projet dont j'ai parlé au début, nous avons environ 150 000 euros qui sont en train d'être maintenant évalués. Donc il y a des organisations de la société civile qui ont déjà postulé pour des micro-projets, des projets qui visent la transition verte. Donc on est en train de les évaluer. Donc on aura beaucoup en fait d'acteurs
acteurs avec qui interagir et je pense que c'est important d'aller vraiment peut-être rechercher, vous parlez des solutions basées sur la nature, je pense qu'il faut aussi aller rechercher peut-être des solutions traditionnelles qu'on a peut-être oubliées, des pratiques traditionnelles mais qui en fait peuvent se révéler extrêmement importantes. Donc c'est toute cette interaction qui va être extrêmement importante. Dans d'autres projets de formation professionnelle, nous nous engageons aussi à faire des formations qui sont vouées aux nouveaux emplois verts, donc que ce soit dans les énergies renouvelables, dans l'efficience énergétique, dans le recyclage. Donc pour que la jeunesse aussi s'intéresse à ce nouveau secteur qui peut être un secteur porteur. Beaucoup évidemment avec des femmes et des entreprises féminines. Et peut-être aussi je voudrais dire que même encore plus en amont, en fait, il faut travailler déjà avec les enfants, en fait, pour inculquer ce changement de mentalité. C'est souvent les enfants maintenant qui vont dire aux parents de trier les déchets ou de réduire les déchets ou de réduire le gaspillage. Donc là, on avait fait une campagne il y a 2 ans qui s'appelait Culture Forêt et on avait notamment élaboré avec J'aime lire justement une petite histoire qui était autour de la protection de la forêt et on avait fait plusieurs activités dont une à Azuretti de planting de mangroves. Voilà. Après, la question c'est le suivi, comme vous disiez, l'entretien de ces plantings qui sont faits, la capacité de suivre, mais je pense que c'est important de travailler avec les jeunes générations. Donc le mot de la fin, c'est en effet changement de mentalité, travailler, comme je dis, avec les nouvelles générations qui sont celles qui peuvent, qui aussi auront l'impact le plus important et qui peuvent amener le changement même des adultes et des anciens. C'est cela. Merci. Merci à vous pour ce message, François Laurent. Alors vous, votre vision de la ville durable en Afrique de l'Ouest, par exemple? En tant que bureau d'études, Urbaplan, on s'échine au quotidien à chercher à préserver l'intérêt général. Et c'est pas facile parce que la ville, c'est une tension entre des intérêts individuels, des intérêts privés, et il faut garantir la primauté de l'intérêt collectif. Aujourd'hui, on a des générations, comme vous le dites, qui naissent en ville, qui vivent en ville et qui vont mourir en ville. Et donc, on ne peut pas juste offrir l'élémentaire, on ne peut pas juste offrir les services de base. On doit réfléchir à des villes où il y a une qualité, du bien vivre ensemble, des villes qui soient inclusives, qui prônent une sorte de mixité fonctionnelle, une mixité sociale. Et ça, c'est un engagement un engagement professionnel qu'on essaye de déployer au quotidien. Et vous, docteur Durand, Auboué? Alors, pour moi, d'abord, nous avons déjà commencé des initiatives. En 2023, octobre, on a réalisé 1 hectare de forêt urbaine dans la commune d'Abobo. Et aujourd'hui, les plans vraiment d'autres ont déjà atteint 3 mètres de haut et tout ça. Donc, nous, on souhaite vraiment accompagner le gouvernement de Côte d'Ivoire et toutes les autres structures à pouvoir trouver des espaces dès que c'est possible, de pouvoir mettre en fait des plans d'arbres de sorte à réaliser les forêts urbaines au niveau national, surtout dans nos grandes agglomérations. Voilà. Et l'autre chose, c'est vraiment le transport en commun en fait. Voilà, on voit déjà l'engagement du gouvernement de Côte d'Ivoire à mettre en place une ligne de métro et aussi le bus électrique et tout ça. Voilà, on encourage le gouvernement, mais il faudrait que ça puisse vraiment apporter une réponse, comme François le disait tout à l'heure, en termes de rapidité, en termes une réponse concrète. Une réponse concrète, en termes de ponctualité et tout ça. Et ça pourrait vraiment motiver les personnes nobles même à laisser leur véhicule pour pouvoir emprunter ce transport commun-là, de sorte à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. En fait. Voilà, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous, Excellence Francesca Di Moro, ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Merci également à François Laurent, urbaniste international, qui a travaillé sur la planification stratégique de plusieurs villes d'Afrique, dont Nouakchott, Niamey, Bouaké, Yamoussoukro aussi. Exactement. La capitale politique. Et puis merci également à vous, docteur Anissé Auboué, président de l'ONG Club Développement Durable et coordonnateur de PACJA Côte d'Ivoire. Et voilà qui met fin à ce numéro de Solutions Climat. À très bientôt pour un autre numéro. Merci beaucoup. Gisela. Merci, au revoir. Solutions Climat.